des mots et des phrases. Donc par la télégraphie chape. Donc la première opération, c'est de transformer des mots et des phrases en signaux télégraphiques. Donc ça c'est le rôle, on va considérer, nous on se fait Paris-Brest, donc on se considère à Paris. Donc le rôle du directeur qui se trouve à Paris, c'est de transformer des mots et des phrases en signaux télégraphiques. Les signaux télégraphiques, ensuite ils seront, donc ça par exemple c'est un signal télégraphique. Les signaux télégraphiques, ils ont une certaine signification. Et ils seront, signaux télégraphiques seront transmis de tour en tour. Excusez. Ils seront donc transmis de tour en tour. Et ils vont arriver à Brest, ces signaux télégraphiques-là. Et le rôle du directeur à Brest, ça va être de décoder ces signaux télégraphiques et de les retransformer en mots et en phrases. Donc le but, on part de mots et de phrases, on les transforme en signaux télégraphiques, ça c'est un exemple, ça c'est un autre exemple, etc., etc. Les signaux télégraphiques sont transmis de tour en tour, arrivent à Brest, ils sont ensuite décodés pour redevenir les mêmes mots et les mêmes phrases, et pour aller à son destinataire. Ça c'est le but de la télégraphie chape. Maintenant on va rentrer dans le détail. Donc on va parler de l'inventeur. Donc inventeur Claude Chappe, né en 1763. Donc la télégraphie Chappe, il a inventé ce procédé-là au moment de la Révolution. Mais avant la Révolution, il faisait bien quelque chose. Donc il était abbé et commandataire par son oncle Chappe de Troche. Donc il touchait les bénéfices de deux prieurés. Donc un prieuré qui était dans la Seine-et-Marne et un autre dans la Seine-Maritime. Donc grâce à ces bénéfices, il avait ouvert un cabinet de physique-chimie à Paris. Donc c'était un physicien, il s'intéressait à tout ça, quoi. Par contre la Révolution éclate, il perd privilèges et bénéfices, donc il n'est plus rien. Et il est retourné dans la maison familiale à Brulon. Et je vais attendre un petit instant s'il vous plaît, il y a 4 personnes qui arrivent, excusez-moi. Bah oui, comme ça vous Les moyens de télécommunication. Et ça va déboucher sur le télégraphe chape. Voici pour ceci. Donc le principe. Alors je vous ai parlé un petit peu du principe, de façon générale. Donc il fait construire des tours espacées environ 10 km. Donc il met ses tours sur le sommet des collines. Évidemment pour que ces tours soient visibles de plus loin. S'il avait mis les tours dans le fond des vallées, elles auraient été moins visibles. Ces tours sont donc espacées d'une dizaine de kilomètres. Elles ont différentes hauteurs. Et au sommet de ces tours, nous avons donc une petite salle qui est représentée par la maquette. Une salle de manipulation. Donc il y a des agents télégraphiques qui sont à l'intérieur et qui donnent les mouvements aux mâts télégraphiques qui sont mobiles. D'accord pour ça? Les agents télégraphiques ont à leur disposition deux longues vues. Une pointée sur le poste précédent, une pointée sur le poste suivant. 10 km, les distances sont assez importantes. Donc pour bien repérer le signal télégraphique, il y a donc des longues vues qui sont protégées dans des boîtes à lunettes. Voici pour le principe. Alors, lorsque Claude Chappe a repéré la ligne Paris-Brest, il est parti sur une ligne droite, le plus possible pour avoir le moins de postes possible. Par contre, en 1798, lorsqu'il a repéré la ligne, les églises étaient fermées. Donc plutôt que de construire une tour au pied de la tour, au pied de l'église, il a sabré le clocher de l'église et il a mis un mât télégraphique dessus. Donc l'exemple localement, c'est Saint-Symphorien-des-Bruyères. Donc il a sabré le clocher de l'église de Saint-Symphorien, il a mis une plateforme télégraphique au sommet. On a deux exemples dans l'Eure. Donc Verneuil-sur-Avre, à Saint-Jean, ancienne église Saint-Jean, il a fait la même chose. La Madeleine de Hancourt, il a sabré le clocher de l'église de la Madeleine de Hancourt et il a mis un télégraphe chape dessus. Et là-bas sur les panneaux, vous avez une aquarelle de l'église de la Madeleine de Hancourt avec le télégraphe chape à l'extrémité. Et puis le Mont-Saint-Michel. Pardon? Et puis le Mont-Saint-Michel. Tout à fait, je vais l'aborder. Vous êtes en train de me griller là. Non, vous en savez beaucoup plus que moi. Donc à l'intérieur de la salle de manipulation, nous avons donc l'agent télégraphique. Il a à sa disposition différents leviers et différentes manivelles. On s'aperçoit qu'il y a donc différents câbles et différentes poulies. Pour donner les mouvements qu'il va donner à l'intérieur vont être reproduits à l'extérieur. En plus, il a, comme je vous ai dit, à sa disposition de longues vues.
on va parler un petit peu du matériel. Donc voici l'appareil télégraphique. Nous avons donc le mât montant, donc qui est arrimé sur la charpente de la tour, ou sur la charpente du clocher, ou sur la charpente d'un château. L'exemple localement, Claude Chappe, lorsqu'il a repéré la ligne, donc il a utilisé l'église de Saint-Symphorien-des-Bruyères, et il a utilisé à 8 km vers l'est le château du Ménil. Donc le noble, il avait pas voulu rallier, le noble propriétaire du château, 1798, même à partir de 92, il n'a pas voulu rallier la République. Donc il a émigré, ses biens ont été confisqués par l'État. Donc Claude Chappe, lorsqu'il a repéré la ligne, ce château appartenait à l'État. Donc plutôt que de construire une tour à côté du château, il a mis une plateforme télégraphique au sommet du toit du château. Donc ce mât central, qui est blanc ici, est donc arrimé sur la charpente de la tour, du clocher ou du château. Au sommet de ce mât central, nous avons donc une pièce qui est représentée en noir. Tout ce qui est noir, c'est articulé. Donc cette pièce principale, ce qui s'appelle le régulateur, donc 4,62 m long, 35 cm de large. Cette pièce peut prendre différentes positions, l'horizontale, la verticale et deux obliques. Celle-ci à 45 degrés, celle-ci à 45 degrés. Alors, les obliques servent, ce sont des positions préparatoires des signaux. On va revenir dans le détail ensuite. Ensuite, le matériel, nous avons donc les indicateurs qui sont aux extrémités. Ces pièces sont articulées et peuvent prendre différentes positions. Des angles multiples de 45 par rapport au régulateur. Voici une autre position. Ici, nous marquons un contrepoids pour faciliter le mouvement. Donc les agents télégraphiques et moins de mal. Nous remarquons l'agent télégraphique travaille à l'intérieur, la salle de manipulation. Nous remarquons donc l'appareil avec les différents leviers, différentes manivelles. Ça s'appelle donc le manipulateur. Ici, on remarque que le manipulateur, il est sur cette oblique-là. On remarque que le régulateur il est sur la même oblique. Ici, nous remarquons que le levier, il est vers le haut. L'indicateur, il est vers le haut. La même chose pour celui-ci, le levier, il est vers le bas. L'indicateur, il est vers le bas. Donc l'agent télégraphique observe le signal, il reproduit le signal qu'il vient d'observer. L'agent télégraphique observe le signal, il reproduit le signal sur son manipulateur, qui sera automatiquement, on aura automatiquement le même signal au sommet de la tour. C'est pour ça que ce mécanisme s'appelle le répétiteur, puisque ça donne la même chose. Donc grâce à un indexage et puis grâce à des manivelles, donc des poulies et des câbles. Et un indexage bien précis. Voici pour le matériel. Ok. Ça, c'est bon. Alors maintenant, on va parler des signaux. On va déterminer le nombre de signaux possibles avec le matériel. Donc je vous ai dit, donc les signaux. On a donc les signaux sont préparés sur les obliques. Sur cette oblique-là, sur cette oblique-là. Mais les signaux, ils ont une signification sur l'horizontale ou la verticale. Donc on va partir sur le nombre de signaux possibles sur l'horizontale avec un indicateur. Donc première position possible, je vous ai dit tout à l'heure, les indicateurs, des angles multiples de 45 degrés. Donc refermé, première position l'indicateur. 45 degrés, deuxième position, troisième position, quatrième position. Cette position-là a été abandonnée pour éviter la confusion avec celle-ci. Ensuite, position supplémentaire 45 degrés, position supplémentaire, septième position. Donc pour un indicateur, on a 7 positions différentes. La combinaison des deux indicateurs, 7 x 7, 49 positions différentes. Ça c'est un exemple, ça c'est un autre exemple. Il y a 49 combinaisons possibles sur l'horizontale. Je vous ai dit les signaux sur l'horizontale ou la verticale. Donc 49 plus 49, on est à 98 positions différentes par rapport au matériel. Donc sur ces 98 positions, Claude Chappe en a retenu 92 pour les signaux de correspondance. Donc les différentes figures géométriques que je vous ai proposées, elles sont ici. Ici on s'aperçoit que ça correspond à des nombres et des chiffres. Donc chaque figure géométrique correspond à un nombre ou à un chiffre. Alors Claude Chappe, il aurait pu partir sur l'alphabet. Il aurait pu choisir 26 positions différentes. Il aurait pu prendre les 26 lettres de l'alphabet. Il aurait pu transmettre ses dépêches de façon alphabétique, lettre par lettre. Alors il a opté pour quelque chose de beaucoup plus rapide. Donc on va expliquer sa démarche. Donc ici on s'aperçoit que le signal de 1
À 46, ils sont proposés sur le régulateur de façon verticale. De 47 à 92, le régulateur il est sur l'horizontale. D'accord pour ça? Alors nous avons donc les signaux de correspondance, mais nous avons aussi les signaux de service. Alors, les signaux de service, il y en a 18. On va prendre deux exemples. Lorsque les conditions... Alors évidemment, la télégraphie chape, elle est utilisée simplement 2 jours. Et lorsqu'il y a de la brume, les signaux ne passent pas. Donc il y avait un signal de service qui devait être arboré lorsque, par exemple, la tour du Buat ne voyait pas le poste suivant à cause de brume dans la vallée. Donc le signal devait remonter vers Brest. Donc il y avait un signal brumaire, et donc c'était un signal de service, compris par les agents télégraphiques. Et ces signaux de service étaient préparés sur l'oblique de gauche. Donc je vous ai parlé des positions préparatoires, les obliques de gauche, les différentes obliques, 45 degrés. Donc il y a deux possibilités. Cette oblique-là, oblique de gauche. Donc les signaux qui étaient préparés sur l'oblique de gauche, ils avaient comme signification sur l'horizontale ou la verticale les signaux de service. Par contre, tous les signaux qui étaient préparés sur l'oblique de droite, c'était nos 92 signaux de correspondance. Donc les signaux qui étaient préparés sur l'oblique de droite, signaux de correspondance. Signaux préparés sur l'oblique de gauche, signaux de service compris par les agents télégraphiques. Un autre signal de service, c'est par exemple lorsque les directeurs aux extrémités n'avaient pas de dépêche à transmettre, ils mettaient en sommeil temporaire pour 2 heures la ligne. Chaque agent télégraphique n'était pas obligé de surveiller à la lunette. Donc il y a un signal de service qui était arboré sur l'ensemble de la ligne. Signal, pause de 2 heures pour l'ensemble de la ligne. Et c'était un signal qui devait être compris par les agents télégraphiques, puisque ça les concernait. Pour ça son nom, signal de service. Donc pour résumer, signaux de correspondance préparés sur l'oblique de droite, signaux de service préparés sur l'oblique de gauche. On va y revenir tout à l'heure quand je vais faire une petite simulation d'une dépêche télégraphique de Paris à Brest. Voici pour les signaux. On va parler maintenant du réseau. Donc voici l'ensemble du réseau de la télégraphie chape sur les 60 années d'exploitation. Donc de 1794 à 1854. Donc la première ligne qui a été construite, la ligne Paris-Lille, 1794. Donc lorsque, en 1794, Nouvelle République, on est en guerre contre toutes les monarchies aux alentours. Donc évidemment, tentative d'invasion par le nord. Donc le gouvernement a besoin d'une ligne rapide et sûre entre Paris et Lille, entre la ligne de front. Donc ils font appel à Claude Chappe. Claude Chappe repère la ligne et fait construire 16 tours. Ensuite, nous avons la ligne Paris-Strasbourg, 1798. Bon, même problème, on est ligne de front à l'est. Donc le gouvernement veut une ligne rapide entre Paris et Strasbourg. Donc 1798 en activité. Ensuite, nous avons la ligne Paris-Brest en 1799. Là, c'est pour surveiller davantage les Anglais, toujours en guerre contre eux. Donc Saint-Malo, Brest, on sait où se trouve la flotte anglaise. Ensuite, nous avons Paris-Lyon en 1807. Ligne qui sera prolongée jusqu'à Venise 1810. Donc Napoléon, il envahit. Les lignes télégraphiques le suivent. Ensuite, la ligne est prolongée jusqu'à Toulon en 1821. Nous avons ensuite Paris-Bayonne en 1823. Et nous avons une transversale entre Avignon et Bordeaux 1830. 4. Voici pour l'ensemble du réseau chape. Voilà. Alors je vous ai donc parlé de la ligne Paris-Lille. Voici donc une représentation d'une église. Donc Claude Chappe, il a choisi une église plutôt que de construire une tour, puisque l'église était là. Il a donc installé, donc c'est l'église de Carvin, aquarelle 1821, donc c'est dans le Pas-de-Calais. Donc on s'aperçoit au sommet, il y a donc la salle de mébulation. Et au sommet, nous avons donc le télégraphe Chappe. Je vous ai parlé de la ligne Paris-Strasbourg, donc cathédrale de Strasbourg. Nous avons donc un télégraphe Chappe sur la cathédrale de Strasbourg. Arrière-plan. Ensuite, je vous ai parlé de la ligne Paris-Brest, celle qui nous intéresse. Donc, poste emblématique de la ligne Paris-Brest, le Mont Saint-Michel. Donc, il y a eu un télégraphe Chappe au sommet du Mont Saint-Michel, à place de l'Archange. Vous le voyez? Il est passé où maintenant?
Pardon? Il est passé où? Maintenant, il n'y est plus, c'est l'Archange qui est à sa place. Oui. Ce qui désolé Victor Hugo. Tout à fait. Donc, à la fin de la télégraphie Chappe, les mâts télégraphiques ont été démontés. Donc, et puis ensuite, les édifices ont retrouvé leur forme ancienne. On aurait pu l'enlever et le replacer ailleurs. Alors, les mécanismes ont été démontés. Alors peut-être qu'ils sont atterris, enfin que les mécanismes ont été en Algérie. Ouais, mais enfin comme c'était du bois. Tout à fait, je dis bien peut-être. Ensuite, les gens s'en sont servis comme bois de chauffage. Ensuite, les signaux. Par contre, tout ce qui était noble, les lunettes et tout, ont été récupérés par l'administration télégraphique. Ouais. Le reste, ça a été démonté. Donc ça, c'est pour le Mont-Saint-Michel. Maintenant, on va parler quand même de la ligne qui nous intéresse, donc la ligne de l'Ouest. Donc la ligne de l'Ouest, je vous ai dit entre Paris et Brest, 1798. Donc ça, c'est une carte qui représente l'ensemble des communes où il y a eu un télégraphe Chappe. Nous avons donc une ramification Avranches-Nantes 1833 et une ramification Avranches-Cherbourg 1835. Ici, on s'aperçoit que nous avons donc un télégraphe Chappe. Le petit point noir, c'est donc le Beurre. À 8 km 500 vers Brest, nous avons Saint-Symphorien-des-Bruyères et vers Paris, nous avons Mende. Donc voici pour les postes de l'ensemble de la ligne. Donc on va parler un petit peu du personnel. Donc je vous ai parlé des agents télégraphiques. Donc au début de la télégraphie Chappe, il y avait 2 agents télégraphiques par poste qui étaient ensemble à travailler du matin au soir. Donc un était aux lunettes, l'autre était aux manivelles. Donc celui qui était aux lunettes, il donnait les consignes à celui qui était aux manivelles. À partir de 1807, après amélioration du poste, il y a eu un agent télégraphique par poste par demi-journée. Et il était remplacé par son collègue l'après-midi. Ça permettait aux agents télégraphiques d'avoir une deuxième activité pour faire vivre leur famille. Pour surveiller les agents télégraphiques et différents postes, nous avions donc les inspecteurs. Les inspecteurs, ils étaient à cheval toute la journée et ils avaient à leur charge une quinzaine de postes. Donc ils géraient le personnel. Si un agent télégraphique était absent, malade, il devait faire le nécessaire pour en trouver un autre. C'est lui qui réprimandait les agents télégraphiques s'ils avaient commis des fautes de transmission, etc., etc. Donc ils étaient surveillés. C'est lui qui assistait les agents télégraphiques lorsqu'il y avait des réparations importantes à effectuer à leur poste. Nous avons ensuite les directeurs. Les directeurs étaient aux extrémités des lignes. Et eux seuls étaient habilités à coder ou décoder les messages. D'ailleurs, on voit sur son bureau, il y a donc le vocabulaire pour coder et décoder les messages. C'est l'administration télégraphique. C'était militaire et gouvernemental. Alors, on va faire donc maintenant une petite simulation d'un envoi d'une dépêche télégraphique de Paris à Brest. Et puis ça va déboucher sur la comparaison de vitesse de transmission entre la télégraphie Chappe et la Malposte à l'époque. Donc la ligne Paris-Brest, donc ça a été financé et demandé par la marine, donc l'armée. Donc la direction à Paris se trouve sur le ministère de la Marine, aujourd'hui l'hôtel de la Marine. Donc c'était la direction. Et à l'extrémité à Brest, donc l'église Saint-Louis à Brest. Donc on va faire un petit exemple. Je vais vous donner un petit exemple. Donc le ministre de la Marine à Paris. Le ministre de la Marine à Paris veut envoyer un ordre de mission au commissaire général de police à Brest. Donc il a deux possibilités, soit il utilise la télégraphie Chappe, c'est le plus pratique pour lui, soit il utilise la Malposte. Et on fera une petite comparaison de vitesse de transmission. Donc notre ministre de la Marine à Paris, il va envoyer une missive. Donc ce sont des mots et des phrases. Donc la première opération, il fait porter cette missive au directeur qui est en poste à Paris. Et le rôle du directeur, ça va être de coder ces mots et ces phrases en signaux télégraphiques, donc en une suite de nombres. On est d'accord pour ça? Donc on va partir sur l'idée qu'il va coder cette lettre grâce au vocabulaire. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail pour le codage, on va rentrer dans le détail pour le décodage. Donc ces mots et ces phrases, on considère qu'ils sont codés. Donc ça donnera 50 chiffres différents. À la suite, évidemment. Donc ça, c'est la première opération, le rôle du directeur. Une fois qu'il a codé ce message, il porte ou il fait porter cette suite de 50 nombres à l'agent télégraphique qui est en poste à Paris.
C'est l'agent télégraphique qui manipule l'appareil télégraphique, c'est pas le directeur. Donc le rôle de l'agent télégraphique, lui, ça va être de transmettre les 50 chiffres à la suite. Il va transmettre signal après signal. Donc il va commencer par le premier. Alors, une petite précision, la structure d'une dépêche télégraphique. Donc il y a des signaux de correspondance en majorité. Le but, c'est de transmettre de la correspondance. Donc la majorité des signaux, ce sont des signaux de correspondance. Donc les signaux de 1 à 92 préparés sur l'oblique de droite. Mais aussi, il y a des signaux de service, compris par les agents télégraphiques, dont le premier de la dépêche et le dernier. Alors pourquoi le premier? Chaque dépêche télégraphique est précédée d'un signal de service qui donne la classe de priorité de la dépêche. Au BUA, si par hasard 2 dépêches télégraphiques, une envoyée de Paris et une envoyée de Brest, arrivent en même temps au BUA, l'agent télégraphique doit savoir quelle dépêche est prioritaire. C'est pour ça que, et puis celle qui sera prioritaire, il va commencer par transmettre la prioritaire. Et il transmettra la seconde lorsque la première sera terminée d'être transmise. Donc les dépêches télégraphiques sont précédées de signaux de classe de priorité. Il y a 4 signaux différents. Nous avons donc la petite activité, grande activité, petite urgence, grande urgence. Donc les dépêches précédées du signal grande urgence sont prioritaires aux 3 autres. D'accord pour ça? Donc on va commencer par le premier signal. Donc premier signal, signal de service, oblique de gauche. Donc les obliques, ce sont les positions préparatoires. L'agent télégraphique reproduit le signal que son directeur lui a signalé. Donc ça correspond à ceci. À 10 km, notre agent télégraphique, lui, il a les lunettes et puis il attend que ça bouge. Soit d'un côté, soit de l'autre. Ça bouge de ce côté-là. Donc son but, c'est de reproduire le même signal, de le reproduire à l'identique. Et donc il se met sur l'oblique pour préparer son signal. Et voici pour le signal. Notre agent télégraphique à Paris s'aperçoit que le signal est bien reproduit. Donc il peut soit le porter sur l'horizontale ou la verticale. Dans ce cas-là, c'est l'horizontale. Donc dans cette position-là, ça veut dire premier signal de la dépêche, grande activité. Parfait. Notre deuxième poste s'aperçoit qu'il est sur l'horizontale. Donc son rôle, ça va être de le mettre sur l'horizontale. Par contre, il ne le met sur l'horizontale simplement si son collègue à 10 km a reproduit le bon signal sur la bonne oblique. Ok pour ça. Donc là, je m'aperçois que le signal est bien reproduit, donc je peux le mettre sur l'horizontale. D'accord pour le principe? Je reviens à Paris. Donc, mon collègue à 10 km a reproduit le bon signal sur l'horizontale. Donc, je peux passer au deuxième signal. Deuxième signal, c'est un signal de correspondance. Donc, je pars sur l'oblique de droite, dans ce cas-là. Alors, il correspond au nombre 53. Donc, je vais le représenter comme ceci. Bon, après on va arrêter, on va pas non plus... C'est bon. À 10 km, je m'aperçois que mon collègue est passé, deuxième signal. Donc je vais reproduire le signal qu'il vient de transmettre. Simplement si mon collègue a représenté le bon signal sur l'horizontale. Donc là, il peut y aller, horizontale. Parfait pour le principe? Ok. Bon, il va arriver un moment, les signaux ils vont arriver à Brest. Donc l'agent télégraphique de Brest, lui, il va les noter. Il va noter les 50 signaux. Et puis le dernier signal, c'est un signal de service, compris par l'agent télégraphique, qui signifie fin de la dépêche. Donc une fois qu'il a noté le dernier signal, il porte la suite des 50 nombres, chiffres, à son directeur, qui est à Brest, dans un bâtiment dans la ville, juste à côté. Et le rôle du directeur à Brest, ça va être de décoder cette suite de 50 nombres. Donc on va rentrer dans les détails pour le décodage. Donc le directeur à Brest, lui, ce qui l'intéresse, c'est décoder les signaux de correspondance. Il va commencer par écarter les signaux de service. Donc le premier, il écarte. Signal de service, le dernier, il écarte. Donc il reste 48 signaux de correspondance. Ces 48 signaux de correspondance, il va commencer à les lier par binôme. Le premier signal de correspondance, il va le lier avec le deuxième. Le troisième avec le quatrième, etc. etc., etc. Donc 48 signaux en tout, ça va donner 24 binômes. Ensuite, il va prendre binôme après binôme et il va les décoder. Donc le premier binôme qu'il va avoir décodé, c'est le 53 et le 69. Donc premier chiffre du premier binôme, ça va correspondre à la page du vocabulaire. Donc
53, page 53. Deuxième chiffre de notre premier binôme, le 69. Donc à notre page 53, il va regarder la ligne 69. Et à la ligne 69 de la page 53, nous avons ministre de la Marine A. Donc grâce à deux signaux, on a déjà une demi-phrase. Si Chap était parti sur l'alphabet, il aurait eu que 2 lettres. Ensuite, deuxième binôme, le 12 et le 31. Donc le 12, ça correspond à la page. Le 31, ça va correspondre à la ligne de la page. Donc page 12. Donc page 12. Ligne 31, nous avons commissaire général de police à Brest. Donc grâce à 4 signaux, on a déjà une phrase. On connaît la personne qui envoie la lettre et on connaît le destinataire. D'accord par rapport au principe? Ensuite, nous avons le binôme le 6-79 qui correspond, je vous prie, d'en donner l'arrestation 2. Ensuite, le 49-72, Dupont, c'est un nom. Le 7 et le 19, âgé de 60. Le 13 et le 26, 5 ans, etc. etc. Ce qui donne ministre de la Marina, commissaire général de police à Brest. Je vous prie d'en donner l'arrestation 2, Dupont, âgé de 60, 5 ans, taille 5 pieds 4 pouces. Vous rendrez compte de l'exécution, etc. etc. D'accord par rapport au principe? Parfait. Maintenant, évidemment, ce qui est intéressant, c'est la vitesse de transmission. Donc, notre petite comparaison. Donc, pour transmettre par la télégraphie Chap, là. Donc, pour transmettre nos 50 signaux, transmission du premier signal de Paris jusqu'à la réception du dernier signal à Brest, en bonne condition, évidemment, il faut 45 minutes. La Malposte, à la même époque, c'était 2 jours et demi. Donc on voit qu'il y a une amélioration assez considérable. Donc voilà par rapport à la vitesse de transmission.